Nouvelle session de l'information sur Eden TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Mercredi 17 mai 2017, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Que comprendre ce phénomène? Se manifeste-t-il au Bénin? La réponse dans un instant. Quel avenir pour les Foscorés pour un Bénin émergent FCBE? L'Alliance a connu la démission de 15 de ses députés récemment. Que vaut-elle désormais? On le saura grâce à Morei Agua. Le premier gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron est connu. Il est composé de 22 membres, dont 3 ministres d'État. Bienvenue dans cette édition. Mercredi 17 mai 2017, la communauté internationale célèbre la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Que comprendre de cette notion? Se manifeste-t-elle au Bénin? Et pourquoi? Le professeur Dodji Amozouvi, socio-anthropologue, nous fait ici un véritable cours sur ce phénomène. Il est au micro de Fréjus Séon. Simplement définir l'homophobie comme deux racines dans le mot homophobie, d'un côté homo qui est l'homme et de l'autre phobie qui est la peur. L'homophobe, c'est donc quelqu'un qui a peur de son prochain, de l'homme, de vis-à-vis, quelqu'un qui se réserve, qui ne veut pas rentrer dans la grande masse, qui a simplement peur de l'homme. C'est ça l'homophobie. Maintenant, on peut distinguer à l'intérieur de l'homophobie la peur qu'on a d'un homme typique. Par exemple, on a peur de se rapprocher de ceux qui viennent du Sud. On a peur de se rapprocher de ceux qui viennent du Nord ou du Grand Nord. On a peur de se rapprocher de tel type d'homme. Donc on est homophobe, orienté vers tel. On a peur de se rapprocher, par exemple, des homosexuels. On a peur de s'approcher où on rejette systématiquement sans qu'une certaine conviction religieuse ou conviction politique ou conviction philosophique. Dans certains milieux, on a peur de l'étranger. On ne veut pas assurer, on ne veut pas vivre, on s'éloigne de l'étranger parce qu'on estime qu'il est la cause de tous ces malheurs. Ce qui peut justifier éventuellement un sentiment d'homophobie en général. Je dirais que nos cultures ont un certain nombre de paramètres qui peuvent alimenter la peur. Des paramètres qui sont enchâssés dans des discours bien précis, dans des énoncés. Quand on vous dit celui qui est ton vis-à-vis est la cause de ton malheur. Quand on te dit il est Nikoua, quand on te dit méfie-toi de ton prochain, etc., qui sont des paramètres de notre culture. C'est une manière de nous amener à nous méfier de notre vis-à-vis, à nous méfier de l'autre. Mais c'est cette même culture qui nous dit que nul ne peut se vanter de se passer de l'autre. Les homosexuels, par exemple, je décide de donner cet exemple. Ce qui aujourd'hui justifie cette peur des homosexuels, c'est quand même un peu que la vertu, la morale, les leviers culturels que nous avons ne sont pas des leviers qui se reconnaissent et qui sont compatibles avec cet art de vivre. L'éventuel impact de l'homophobie en général. Si l'orientation sexuelle peine à se faire admettre comme un droit humain ordinaire, parlons-en attendant d'autres droits de l'homme. Amnesty International se préoccupe en effet de la situation des défenseurs des droits humains dans le monde. À cet effet, l'organisation a lancé ce mardi une campagne en leur faveur, notamment à Cotonou. Son nom, Osons le courage. Elle cherche à créer un environnement plus sûr et favorable à la défense des droits humains. Carole Olaye, Fréjus Fiossi. Le courage, c'est la nouvelle campagne lancée officiellement par Fidel Kikan, directeur de Amnesty International Bénin, qui vise la défense et la protection des défenseurs des droits humains. En effet, les attaques contre ces personnes qui œuvrent en faveur du respect des droits de l'homme et de la liberté d'expression ont atteint un niveau préoccupant dans le monde.
Et c'est donc pour remédier à cette situation qu'Amnesty International, à travers 2 documents officiels intitulés « Défenseurs des droits humains menacés et les voix critiques étouffées », entend combattre les mesures prises par les plus forts pour menacer, attaquer, intimider et harceler ces hommes et femmes qui portent haut la voix des sans-voix. Au lieu d'encouragement et de facilitation, on a tendance de plus en plus, en tout cas dans la région ouest africaine, et dans des exemples précis de notre pays que je vais vous donner, on a tendance à assister à l'intolérance et à l'hostilité des pouvoirs publics. Et nous pensons qu'en lançant ces genres de campagnes, pour oser le courage, nous allons oser le courage pour que jamais des lois comme ça ne viennent restreindre légalement nos libertés acquises. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs acteurs de la société civile ont fait des témoignages qui démontrent qu'au Bénin, la liberté d'expression et de défense des plus démunis n'est pas totale. J'ai reçu 8 balles. On en a retrouvé 53 dans le véhicule. J'en ai encore 2 dans le corps que je traîne depuis bientôt 4 ans. J'ai une infection à l'intérieur de l'oreille parce que les chevrotines que j'ai dans le corps se reposent sur des nerfs. Et ça me dégage de la chaleur dans le corps. Et ça me donne des picotements. Voilà ce que je subis. Parce que je suis défenseur des droits de l'homme. Parce que j'opine selon ma conviction par rapport à ce qui se passe dans le pays. Nous avons un devoir de contrôler l'argent public. C'est nos droits. Parce que nos pays sont à nous. Les biens sont à nous. Par là. Parce que ce qu'on assassine, c'est la jeunesse. Ce qu'on assassine, c'est nous et nos enfants. Ce qu'on assassine, c'est le Bénin qui ne décolle pas. À travers cette campagne Osons le courage, Amnesty International adresse aux États, aux entreprises, aux organes régionaux et internationaux de défense des droits humains des mesures et recommandations dont la mise en œuvre est un point de départ pour garantir aux défenseurs des droits humains un environnement plus sûr et plus favorable. Santé, un centre de formation professionnelle est désormais au service des acteurs de la transfusion sanguine du Bénin. À terme, il doit contribuer à une utilisation rationnelle des produits sanguins et à l'amélioration de la qualité des soins. On fait le point avec Laurent Tonekes et Denis Maroya. Désormais d'un centre de formation professionnelle en transfusion sanguine sous tutelle de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine et du ministère de la Santé. L'Agence nationale pour la transfusion sanguine depuis sa création en 2012 a pour mission d'assurer la disponibilité des produits sanguins de qualité et en quantité sur toute l'étendue du territoire national et en assurer l'utilisation rationnelle par un personnel qualifié et spécialisé. Mais ce personnel en nombre insuffisant est confronté à d'énormes difficultés selon le ministre Alassane Seydou. Les actes transfusionnels sont réalisés sur la base des formations générales délivrées par les instituts de formation. Les capacités de ces agents sont à renforcer eu égard à l'impact de ce type de soins dans la vie des patients. Malgré cette situation, l'acte transfusionnel, qui est a priori un acte médical, est habituellement délégué aux paramédicaux étant donné les nombreuses autres responsabilités qui incombent aux médecins. Par ailleurs, les départs à la retraite sont nombreux ces dernières années sans qu'il soit possible d'assurer une relève de qualité. Face à cette situation, il urge de renforcer durablement les capacités des paramédicaux en transfusion sanguine et d'assurer le remplacement des partants. Pour concrétiser cette volonté et en application du décret numéro 14-787 du 31 décembre 2014, le centre de formation professionnelle en transfusion sanguine est créé. Cette formation permettra au personnel de santé d'améliorer ses prestations en transfusion sanguine à travers une utilisation de plus en plus rationnelle des produits sanguins, l'amélioration de la qualité des soins et le fonctionnement efficace
des comités d'hémovigilance. Durant 8 mois, des infirmiers et sages-femmes diplômés d'État, des biotechnologistes seront formés par des spécialistes en transfusion sanguine et en médecine légale, essentiellement tant en théorie qu'en pratique. La création de ce centre a été rendue possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. La première promotion de ce centre de formation professionnelle en transfusion sanguine est constituée de personnel choisi au niveau des directions départementales de la santé. Politique dans cette édition, c'était l'une des actualités phares de ces derniers jours, la démission de 15 députés de l'Alliance politique FCBE, Foscori pour un Bénin émergent. Ces députés, vous le savez, font désormais partie du bloc de la majorité parlementaire, groupe formé récemment au Parlement pour soutenir le programme d'action du gouvernement. Cette démission peut avoir quelles conséquences sur l'Alliance FCBE? Quel avenir pour cette alliance dans ces circonstances? Réponse dans ce sujet tourné par Maury, Arnaud Agua et Denis Maroya. Politique, Foscori pour un Bénin émergent a connu la démission de 15 députés au profit du bloc de la majorité parlementaire. Ce repositionnement politique aura-t-il un impact sur l'avenir de l'Alliance FCBE? Pour Francis Laleyet, il n'y a pas de fait nouveau. Ce n'est pas nouveau parce qu'il y avait une alliance Sosogro, une grande alliance Sosogro, et qui est restée avec le moment avant de se disloquer. Une partie de cette alliance s'est retrouvée dans ce qui s'est appelé dans la Renaissance du Bénin après. Et vous avez vu le nombre de gens qui avaient à la Renaissance du Bénin tant qu'elle était au pouvoir. Donc ça, je le dis au passage, c'est déjà symptomatique des groupes politiques qui se forment pendant la gestion du pouvoir. Je trouve un peu miraculeux que la FCBE ait pu tenir jusqu'à présent, ne serait-ce qu'au niveau, même si la coquille s'est beaucoup vidée de sa substance. Mais la coquille est restée quand même avec l'illusion qu'on avait quand même un certain nombre de gens qui dont le cœur continuait à battre pour la FCBE. Selon ce militant FCBE, la survie de l'Alliance dépendra des stratégies à mettre en place par ses responsables politiques. Les coordonnateurs, les dirigeants, tout le staff de FCBE, qu'est-ce qu'ils font pour faire vivre ce mouvement-là? Qu'est-ce qu'ils font pour faire revivre ou pour animer ce regroupement-là? C'est tout doucement, tel que nous le constatons là, que ce regroupement-là va s'éclater. À part les quelques agissements des quartistes du régime, les Badamassi, les Arif Bako, les Kassa, à part leurs quelques agissements qui suscitent des commentaires, qui font que les gens se rappellent encore de FCBE, il n'y a plus rien. L'appellation de ce regroupement de 59 députés est inédite, dira le politologue Francis Laleyet. Bloc de la majorité parlementaire, pourquoi pas bloc de la majorité présidentielle? Je ne suis pas sûr que le choix du mot parlementaire pour qualifier cette majorité au lieu de présidentielle, je ne suis pas sûr que ce choix-là soit fortuit et qu'il soit dû au hasard. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a une logique derrière. Parce que il y a des différences sémantiques, mais qui peuvent devenir des différences politiques. Pour le moment, pour moi, bloc de majorité parlementaire, ça veut dire que c'est une majorité qui est autonome. Elle peut coïncider avec la majorité présidentielle, comme c'est le cas en ce moment, mais elle peut, tout en restant la majorité parlementaire, ne plus coïncider à un moment donné. Donc, ce sera en fonction de sa propre stratégie, en fonction de ses intérêts. Ces regroupements ne favoriseraient-ils pas la mise en place de l'opposition? Ceux qui ne se retrouvent pas en phase avec le pouvoir aujourd'hui, qui se retrouvent dans l'opposition, soit parce qu'ils l'ont choisi délibérément, soit aussi parce qu'il faut le dire, parce que depuis le vote le vote contre la révision de la Constitution, au compte la prise en considération donc de la loi portant révision de la Constitution, depuis ce vote-là, je pense qu'au niveau de la majorité parlementaire, les choses n'ont probablement pas été très bien négociées parce que j'entendais, moi, parmi ceux qui ont voté contre, des gens dire non, on a voté contre, ça ne veut pas dire qu'on est contre le président. Et les autres qui disaient en substance, mais non, ou vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, etc. Donc,
C'est pourquoi je dis qu'on a ceux qui se sont retrouvés volontairement, spontanément dans l'opposition, et on a ceux qui se retrouvent aussi contraints aujourd'hui parce que on ne veut plus de l'autre côté. Donc, quelle va être la stratégie de l'opposition? Je pense que ça va être important à suivre. La classe politique béninoise n'aurait-elle donc pas fini de révéler son vrai visage au peuple? La suite des bouleversements politiques nous le révélera sûrement. C'est un fait rare sous la 5e République en France. Emmanuel Macron, président de la République française issu de la gauche, a choisi un homme de la droite pour former un tandem au sommet de leur État. Le choix d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre est tout sauf fortuit. Quel enseignement? Reportage Fréjus Serlin et Damien Pedro. L'événement est inédit en France sous la 5e République. Un Premier ministre de la droite nommé par un président issu de gauche. Le chef d'État français Emmanuel Macron a osé le faire. Édouard Philippe, homme de la droite, député maire Les Républicains et jupéiste, est désormais son Premier ministre. Une décision incomprise à gauche. À droite, le secrétaire général de Les Républicains parle d'une décision individuelle et non d'un accord politique. Pour James William Baguidi, enseignant en histoire des relations internationales et journaliste, cette manœuvre a un objectif bien précis. Il faut y voir un objectif qui est très politique. Le président Emmanuel Macron, dans sa marche vers le pouvoir, a réussi un pari qui est un peu fou. C'est celui de démanteler la gauche. On a vu un Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste, arriver avec à peine 6% des suffrages au cours du premier tour de l'élection présidentielle. On a vu l'extrême gauche monter énormément, mais dans le même temps, on a vu que les autres forces de gauche qui habituellement accompagnaient le Parti socialiste ont pratiquement disparu de l'échiquier politique. Maintenant, il lui reste à gagner les élections législatives d'ici un mois. Et pour gagner ces élections législatives, Emmanuel Macron a besoin de faire la synthèse, encore une fois, entre la gauche et la droite. Et le meilleur moyen qu'il a trouvé, je pense que c'est le moyen le plus intelligent, c'est de se servir d'un homme de droite, en l'occurrence Édouard Philippe, qu'il a nommé Premier ministre, qui désormais donc sera opposé très ouvertement aux autres candidats de la droite, qui va même utiliser ou inviter des personnalités de droite à le rejoindre dans cette gouvernance de la France qu'il va impulser aux côtés de Emmanuel Macron. C'est un pari qui est risqué, mais c'est un pari quand même assez intelligent. Avec cette cohabitation au sein de l'exécutif français, quelle gouvernance peut-on observer en France? Il ne s'agit pas pour Édouard Philippe de venir imposer une gouvernance à la France, puisque ce n'est pas lui qui a été élu. Celui qui a été élu, c'est Emmanuel Macron, c'est lui qui décide de la politique qu'il va mettre en œuvre. Il veut mettre en œuvre une politique de centre-gauche, et dans cette idée, il ne reviendra pas à Philippe d'essayer de changer la donne. Forcément, en tant qu'homme de droite qui continue de se revendiquer homme de droite, il aura des propositions. Mais je pense que le programme d'Emmanuel Macron est un programme qui est très clairement un programme qui va un peu vers la droite, qui, dans certains de ces aspects-là, était totalement inacceptable pour les forces de gauche. On l'a vu avec les frondeurs quand il était encore ministre des Finances. Et donc, dans cette idée, le Premier ministre peut parfaitement se retrouver intégré et accompagner ce programme, comme il peut ne plus être là d'ici les élections législatives, parce que si jamais Édouard Philippe n'emporte pas les élections dans son propre fief, dans sa propre circonscription, il est très peu probable qu'il soit maintenu au poste de Premier ministre à l'issue de ces élections. La nomination d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre de la France vient fissurer davantage la gauche et la droite. Et même si les différents partis de ces mouvements essaient de se réformer, les élections législatives risquent de porter un coup fatal au clivage gauche-droite avec un Emmanuel Macron qui s'illustre en un requin politique.
Pour être complet au sujet de l'actualité de la France, le premier gouvernement du quinquennat de Macron est enfin connu. Emmanuel Macron a nommé ce mercredi un gouvernement paritaire de 22 membres, dont 3 ministres d'État, le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb à l'intérieur, l'ancien animateur de télévision Nicolas Hulot à la transition écologique et le centriste François Bayrou à la justice. Suivez ici Alessi Colleur, secrétaire général de l'Élysée, qui égrène la liste des ministres du nouveau gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, M. François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Sylvie Goulard, ministre des Armées, Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture, Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Jacques Mézard, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer, Madame Laura Flessel, ministre des Sports, Madame Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique, chargée des Transports, Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. Place à la passation de pouvoir entre les ministres sortants et entrants. Gérard Collomb, qui a été nommé ministre de l'Intérieur au rang de ministre d'État, a déclaré à cette occasion que son premier devoir sera d'assurer la sécurité de tous les Français. Jean-Yves Le Drian apporte quant à lui au chef de l'État une caution régalienne de poids sur le front antiterroriste. On écoute le ministre de l'Intérieur. C'est avec un petit pincement de cœur que je vais abandonner les fonctions de maire de Lyon et de président de la métropole de Lyon. Depuis 15 ans, j'y avais mis toute mon âme, toute mon énergie, et je crois qu'en l'espace de 15 ans, cette ville et cette métropole sont allées de l'avant. C'est la même énergie que je veux consacrer à ce ministère de l'Intérieur, fondamental pour nos concitoyens. On voit bien quels sont aujourd'hui les grands défis que nous avons à relever pour retrouver la confiance en soi-même dans notre pays. Nous savons tous aujourd'hui que l'Europe, et qu'en particulier la France, sont la cible des terroristes. Et donc j'ai conscience, en arrivant ici, que mon premier devoir sera de tout faire pour protéger nos concitoyens. Il y a la lutte contre le terrorisme
il y a aussi la lutte pour améliorer la sécurité de nos concitoyens. J'ai toujours pensé, comme maire de Lyon, que la tranquillité était la première des libertés publiques. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Portez-vous bien.